Salut tout le monde, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de PLB Club. On est parti comme d'habitude pour une petite heure d'émission sur le foot anglais et le foot allemand en compagnie de Phil. Salut Phil. Salut Phil. Salut Jean-François. Salut Philippe. J'espère que vous allez bien. On a un invité de marque aujourd'hui avec lequel il est toujours chouette de bavarder. C'est Polo Mpoku qui est déjà venu d'ailleurs dans cette émission. Comment vas-tu Polo? Merci d'être là tout d'abord évidemment. Merci à vous pour l'invitation. On va bien, on est là, on essaie de profiter au max. Alors, si on est content que tu sois avec nous, ben c'est peut-être tout d'abord parce que tu as franchi un cap, en fait, tout récemment. Tu es désormais un jeune retraité. À 33 ans, c'est un jeune retraité, mais tu as donc décidé d'arrêter ta carrière de foot. Le foot, c'est ta vie. C'est une décision, j'imagine, qui ne tombe pas du ciel. C'est quelque chose qui est mûrement réfléchi, Polo? Ouais, non, ça faisait déjà un moment que j'y pensais. Ben, notamment parce que voilà, je pense que j'ai vécu certaines choses dans le football. J'ai un peu fait le tour, on va dire, et je savais pas qu'est-ce que le football allait me donner en plus de tout ce que j'ai vécu. Et donc voilà, et il y a d'autres choses qui me drive un peu plus. Et voilà, il fallait prendre une décision. Et la décision d'arrêter me convenait. Voilà, on voulait te rendre un petit hommage par rapport à ça, parce qu'on t'a connu pendant de longues années, évidemment, en Belgique. On va voir sur cette infographie les clubs et les pays aussi que tu as fréquentés, parce que tu as connu quand même pas mal de clubs, mais tu as pas mal bourlingué quand même aussi, hein, Italie, Grèce, Émirats, Turquie, Corée du Sud, Roumanie, Arabie Saoudite plus récemment. C'est enrichissant ça aussi, Polo. C'est ce qu'on retient. Ouais. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Est-ce qu'il ne manque pas l'Angleterre, là? Ouais, il y a un petit... Oui, Exactement. c'est vrai. Oui. Bien joué, JF. T'es toujours aussi bon. Hein. Ouais. C'est Phil aussi qui l'avait vu. Ah, Non, mais c'est vrai que tous ces voyages, voilà, on dit les voyages forment la jeunesse, mais c'est une expérience extraordinaire, enrichissante, tous les clubs que tu as connus, tous les pays. Non, moi, exactement. En fait, ben, tu sais, dans une carrière, tu as plusieurs types de carrières. Et moi, à un certain moment, je savais que j'allais peut-être pas gagner le ballon d'or ou quelque chose comme ça. Donc, il fallait gagner autrement. Et voilà, j'ai gagné en côtoyant d'autres cultures, d'autres personnes, d'autres environs. Et pour moi, ouais, j'ai gagné. J'ai gagné dans toutes ces personnes qu'aujourd'hui je connais dans le monde. Et aujourd'hui, ben, ça m'aide beaucoup dans les choses que j'aimerais mettre en place. Donc, non, je suis très, très reconnaissant et très content par rapport à ça. C'est chouette. Le premier club qui n'était pas sur l'infographie, c'est Leyton Orient. Une quinzaine d'années chez les pros, 22 sélections aussi avec le Congo qui est le pays où tu es né. Et alors évidemment, l'essentiel de ta carrière, c'est en Belgique forcément, c'est du côté du Standard. Ça s'est fait en 2 temps puisque tu es parti et puis tu es revenu. On va revoir ensemble quelques images de cette période au Standard parce que oui, le Standard, c'est évidemment ton club de cœur en Belgique et notamment ce premier but que tu avais marqué, c'était un 23 novembre 2012 face au Lierse. Ce sont les tout débuts, ça, le début d'une aventure quand même fantastique avec les Rouges. Hein. Ouais, non, hein. Comme je l'ai toujours dit, moi, mon rêve, c'était de jouer au Standard, c'était de faire vibrer ce Clessin et je l'ai accompli. Le seul truc que j'ai pas accompli, c'est d'avoir gagné un titre, mais bon. Enfin, quand je dis un titre, un championnat, mais après, voilà, j'ai conquis beaucoup de cœur et je suis content que même jusqu'à aujourd'hui, ben, les gens sont très contents pour tout ce que j'ai apporté et tout ce que j'ai fait sur le terrain. Une Coupe de Belgique quand même, hein? Ouais, une coupe, c'est vrai. J'étais quand même très fort, hein. Oh là 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 là. Et très modeste, et très modeste. Mais ce qui le caractérise avant toute chose, parce qu'on voit les images là, c'est quand même la joie. En fait, la joie de jouer. C'est au-delà d'aimer le milieu et certainement qu'il a avec tout son parcours, etc. Un agenda formidable pour sa post-carrière. Mais au-delà de ça, quand je l'ai côtoyé en équipe nationale et puis quand je le voyais jouer au Standard, c'était essentiellement ce gars qui venait et qui avait envie de
de marquer les matchs de son empreinte par des gestes, par des buts, Ouais. par des frappes, C'est vrai. par des voilà. Et on a revu quelques frappes sur coup franc d'ailleurs, et il s'y appliquait beaucoup. Et voilà. Mais voilà, c'est ce que je retiens de lui, c'est cette joie de jouer et le côté très entraînant. Ouais. C'est-à-dire, il a toujours eu ce caractère de leader malgré lui. C'est-à-dire, ça se faisait totalement naturellement par rapport aux autres. Et à la limite, même quand on le voit là à ses débuts, quand il est jeune, il a déjà presque une empreinte sur les plus anciens. Et c'est ça qui est marrant avec lui. Et puis une connexion avec le public aussi. On a vu les scènes de joie avec le public de Sclessin. On a aussi quelques images d'Italie pour te rappeler des souvenirs, Polo, à Cagliari et au Chievo, donc en Sardaigne et à Vérone. C'est pas les endroits les plus dégueulasses, entre guillemets, pour ces journées. De bons souvenirs aussi. L'Italie, c'est, voilà, on le dit souvent, hein, c'est le ou l'un des pays du foot. Quel souvenir tu as gardé de cette période-là? Ouais, franchement, de Cagliari, c'était 4 mois et demi, mais formidable. Et j'étais en feu. Après, malheureusement, ça ne s'est pas très bien passé à Vérone. Mais voilà, ça fait partie de la vie, ça fait partie de la carrière. Mais l'Italie, voilà, ça m'a beaucoup appris. J'ai appris un peu l'italien. Donc, voilà, quand tu vas dans un pays, tu apprends toujours quelque chose. Tu pars toujours avec quelque chose. Et là, tu repartis avec l'italiano. Voilà, l'italien. Et peut-être le numéro de téléphone de Gianfranco Zola aussi, parce que tu l'as eu comme entraîneur pendant quelques semaines, non? Oui, 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 Gianfranco Zola, avec qui on est toujours en contact et quelqu'un que j'ai apprécié d'avoir comme coach et comme personne surtout. C'est un annuaire à lui tout seul, hein, Ah ouais. Polo. C'est bien ça. Il pourrait presque faire les renseignements. Donc, Ah, c'est-à-dire oui. qu'en fait, voilà, il À a l'époque, on appelait le 13. un hein, c'est ça. agenda absolument incroyable. Et il n'y avait pas Incroyable. aussi un petit jeune qui s'appelait du côté de Cagliari dans le vestiaire, Nicolo Barella? Et Barel, là, il a fait ses débuts avec moi. Il avait 15-16 ans. Mais moi, personnellement, on parlait de lui. Oui, ça va être un top talent. Un peu comme Harry Kane, hein, mais je ne voyais pas un peu. Tu sais, parce que nous, en Belgique, il faut se rendre compte qu'en Belgique, on est très, très fort. Hein. La plupart des joueurs qu'on a en Belgique, là, c'est du high level. Et moi, on parlait d'un Barella, mais même actuellement, Barella, il est bon, mais je vois pas quelque chose en plus que quand je vois certains de chez nous, avec qui j'ai grandi, avec qui on a joué. Nous, c'était. Non. Mais il a fait une carrière formidable. Il fait une carrière formidable. Est-ce que tu as un regret dans cette carrière? Ou pas, où tu te dis, ben, finalement, j'ai profité de tout ce qui se trouvait sur ma Non, route. ouais, j'ai pas de regrets. Voilà, j'ai fait la carrière que je voulais. Et c'est vrai qu'on peut toujours dire, j'aurais peut-être dû faire ci, faire ça, ces choix-là. Mais après, voilà, in the bigger picture, j'ai bien aimé. Voilà. 2 fois vice-champion en Belgique. Peut-être juste ça, alors, de ne pas avoir été champion avec le Standard. Ouais, allez, ouais, ça on va dire. De ne pas avoir été champion avec le Standard, c'est peut-être un regret, ouais. Rapidement, on te voit évidemment sur les antennes à la télévision, notamment chez PlaySport, chez nous aussi de temps en temps. La preuve, quels sont tes projets immédiats? Ben, immédiat, ben là, on va s'occuper un peu, enfin, plus un peu s'occuper de mon académie ici, là, que j'ai commencé. Et en fait, j'ai un projet ben, où on a paddle, football, inside, outside, sur Rechat. Donc, c'est l'ancien site de Rechat que j'ai eu la possibilité de racheter. Donc, c'est un projet, on va dire, en même temps, c'est du business, mais c'est du social. C'est d'avoir de bonnes infrastructures pour la jeunesse de Verviers. À Verviers, je crois qu'il y a beaucoup de talent, qu'il y a énormément de talent, mais qui n'est pas assez exploité. Quand tu regardes dans pratiquement tous les clubs de Belgique, il y a la plupart, pas dire la plupart, mais beaucoup viennent de Verviers. Et donc, le but, ce serait de voir un peu comment Verviers peut redorer son image à travers le football et ranimer la ville, hein, parce que je crois que le football a un potentiel énorme pour redynamiser un pays, une ville. Et donc, on va un peu se focaliser sur ça. Et puis après, il y a d'autres aussi projets ben, avec la FIFA et l'UEFA. Et puis, on verra. Hein. Et PlaySport notamment. Et il va remettre sa casquette de jeune papa aussi, parce qu'il est papa pour la 2e fois, notre ami Ouais. Polo. Yes, exactement. Il y a 10 jours, ma fille est née. Donc, Voilà. c'est aussi ça un peu qui a fait qu'allez, C'est on une laisse le page, football. qui se Exactement. tourne et un nouveau chapitre qui s'ouvre. Exactement.
Allez, c'est chouette. En tout cas, on a pris beaucoup de plaisir à te voir jouer tous ces matchs, notamment du côté du Standard, parce que bon, on y était souvent dans le stade de Sclessin. On a pu apprécier tes matchs et les commenter tes buts. Il y avait beaucoup d'émotions. On l'a vu avec le public aussi. Donc, c'était vraiment chouette. On te souhaite bonne chance évidemment dans cette nouvelle vie de retraité à 33 ans. Voilà, mais ce n'est qu'un mot, la retraite, hein, puisque tu seras bien Est-ce que entendu. c'est vraiment une retraite, franchement? Ah ben non, mais justement, mais c'est ce qu'on dit. Un joueur a pris sa retraite, mais la vie, elle commence aussi Ouais, c'est derrière. un commencement. En fait. Exactement. C'est un Un commencement d'autre chose. recommencement. Il faudrait qu'on trouve un mot pour les joueurs qui arrêtent, parce que retraité, c'est pas vraiment le bon mot, je pense. Hein. En fait, vous allez enfin travailler. Voilà, c'est ça. Je te charrie. Ouais, t'inquiète. Ok, Polo, tu vas rester donc encore quelques minutes avec nous parce que maintenant on va parler de la Bundesliga et on sait aussi que c'est évidemment un championnat que tu suis très très attentivement, notamment par la présence de ton frère Sambi. Et de Vincent Compagnie. Il a dit, je ne sais pas si on l'a entendu effectivement, puisque tu es en contact aussi et très, très pote avec... Il a un projet avec Vincent, là, maintenant. Là. Ah oui. Oui, c'est pour ça que je pense qu'il en parle. Ah ben vas-y, explique-nous un petit peu alors. Ah non, je voulais pas forcément parler, mais oui, on a fait un partenariat avec le club, donc BX Bruxelles. Donc, il faut savoir que BX Bruxelles a été fondé par Vincent et son équipe. Et cette année, on fait une collaboration ensemble. Et le but, c'est on commence par nos stages ici au mois de mai, du 4 au 8 mai, où on va s'associer, on va avoir des stages simultanés à Bruxelles. Et puis, on va venir ensemble du côté de Verviers. Et le but, c'est de s'aider mutuellement, que ce soit à Bruxelles ou à Verviers, pour essayer de créer une communauté, comme je le disais, dans le football, à travers les quartiers où on a grandi et essayer de donner un peu plus d'espoir qu'il y a actuellement dans nos quartiers, dans nos villes respectives. Et voilà, ça va par les infrastructures, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Et voilà. Et le but, c'est d'avoir d'autres Vincent Compagnie, d'autres Sambi, d'autres Mpoku, d'autres Mata, d'autres Anthony Vandenborg, d'autres Mujangibia, que ça soit à Verviers, que ça soit à Bruxelles, quoi. Il y a du potentiel. Le tout est de parvenir à trouver les gars et forcément les faire grandir. C'est toujours ça la question. Le foot allemand donc, avec un petit regard comme on le fait d'habitude sur les prestations des Belges dans ce championnat d'Allemagne le week-end dernier. Alors, on a eu un but quand même assez extraordinaire d'Olivier Demann. Pas mal. Fabuleuse lucarne. Ouais, avec Brême. Et un but important, dans une victoire importante de Brême qui a pris un petit peu d'oxygène dans le bas du tableau. On a eu un arrêt sur penalty, Phil, Ouais, de Van de Voort. de Van de Voort. En début de rencontre, en plus, ça a permis aussi à Leipzig de s'imposer finalement, même s'ils ont été menés, je pense, dans le match. Mais un bon arrêt de sa part. Donc il commence à prendre ses marques aussi dans cette équipe de Leipzig. Ouais, puisque Goulachi est toujours blessé. Et puis on en vient évidemment à Sambi, donc le frère de Polo. Polo titulaire, Sambi ce week-end lors de la victoire à Wolfsburg. Tout cela est très positif et très chouette parce que c'est vrai que ces dernières semaines, on était un petit peu inquiet pour lui. Il a connu des petits soucis physiques. Ouais, non, tu sais, quand tout se passe bien et que tu es dans l'engouement, des fois, tu vas faire un geste que tu n'as pas besoin de faire et c'est là où tu te blesses. C'est souvent comme ça. Mais ce n'était pas une grosse blessure, c'était une petite entorse à la cheville. Et tu sais, des fois, tu as des blessures, en fait, où c'est ton corps qui te dit « calme-toi, tu as enchaîné beaucoup de matchs, donc repose-toi un peu ». C'est des blessures, c'est des repos forcés que j'appelle ça. Donc voilà, et aujourd'hui, voilà, il s'est remis et il joue et c'est très bien pour lui, quoi. Et il est à 100% à nouveau. Ouais, 100%. 110% si tu veux. Non, mais c'est important pour lui aussi d'être tout de suite à nouveau titulaire après une blessure et de jouer tout le match. Donc ça montre la confiance. Et de gagner. Oui, Je rappelle qu'il y a une sélection évidemment qui arrive bientôt pour l'équipe nationale. Ça reste une vraie possibilité parce que parmi tous les médians, c'est un des plus complets. Donc c'est une vraie possibilité. On verra. 19 matchs, 14 fois titulaire, 4 buts marqués. C'est vrai qu'il est arrivé début septembre. Le championnat avait déjà commencé, je crois. Comment tu juges en fait sa saison et ses stats? 4 buts, c'est pas mal quand même dans son rôle en 19 matchs. C'est son record, je pense, en une saison. Donc, c'est vrai que c'est pas mal. Après, moi, comme je le dis, vous le voyez un peu sur PlaySport, une des choses où je suis le plus content, c'est qu'il va un peu plus dans le box. Parce que
quand tu es un milieu de terrain, tu dois savoir être un peu plus dans le box pour avoir la possibilité de marquer parce que tout le monde sait qu'il a des qualités. Mais dans le foot moderne, tu peux avoir des qualités. Si tu n'as pas des stats ou si tu n'as pas des goals ou des assists, ben voilà, ça parle pas assez de toi. Et là, je pense que ça parle un peu plus de lui parce que il met des goals et il met des assists au-delà de ses performances, quoi. On suit Sambi évidemment de près tout au long de la saison, comme tous les Belges d'ailleurs dans le championnat d'Angleterre, d'Allemagne et des autres pays aussi. Cette année de Coupe du Monde, c'est tellement important. L'affiche en Allemagne, elle va opposer ce week-end le Bayer Leverkusen et le Bayern Munich, samedi à 15h30. Ce sera avec Serge Radermacher aux commentaires. C'est d'office un match que l'on pointe en début de saison, même si le Bayern est un peu à la traîne, 6e à 3 points du top 4. D'où la question quand même, vu l'ambition de ce club de Leverkusen, est-ce que le Bayer Leverkusen, ce week-end, même s'il affronte le Bayern, est-ce qu'il n'est pas au pied du mur et obligé de faire un résultat? Parce que la Ligue des champions, il faut la chercher quand même. Oui, mais entre ce match-là, il y a ce match face à Arsenal qu'il joue ce soir aussi en Ligue des Champions, plus le match retour la semaine prochaine. Donc c'est un calendrier un petit peu compliqué pour eux, surtout qu'ils ne sont pas très très confiants pour l'instant, même s'ils ont battu Hambourg dans ce match de retard, c'était mercredi dernier, je pense. Ils sont très inégaux pour l'instant, et je pense que les 2 matchs contre Arsenal vont quand même aussi jouer un rôle dans la rencontre face au Bayern ce week-end. D'autant que le Bayern... Il s'est promené encore une fois. Il s'est encore promené 1-6 du côté de l'Atalanta. Donc là, oui, le Bayern a évidemment, c'est, entre guillemets, ce petit avantage de pouvoir dérouler. Ils sont tellement faciles dans tout ce qu'ils font pour l'instant. Voilà, c'est vraiment impressionnant. Bon, l'Atalanta n'a peut-être pas très très bien défendu sur certaines phases, mais quand même, c'est un rouleau compresseur. Ça va être très dur, je pense, pour le Bayern. On va regarder le bilan récent du Bayern parce que c'est vraiment une saison moyenne, 5 points sur 12, 5 buts marqués, 5 buts encaissés. Allez, je vais dire c'est un peu bof, quoi. C'est un peu bof cette saison du Bayer Leverkusen. Polo, qu'est-ce que tu penses Tu suis évidemment le foot allemand, on connaît ce club depuis tellement d'années. Et il a été champion il n'y a pas si longtemps. C'est étonnant de le voir quand même un petit peu à la traîne, même si il peut toujours arriver une saison un peu moins bonne, hein. Après, tu sais, moi, j'avais eu un cours avec Simon, Simon qui est le head of football de Bayern Leverkusen, et qui donnait le cours parce qu'ils avaient Xavi Alonso et en fait, que tout le monde allait les attendre au tournoi parce qu'avec Xavi, ça se passait bien et les années après, lui, il disait que ça allait pas être ça allait être facile, mais au final, c'est difficile. Et c'est là où des fois, tu négliges l'importance d'un coach dans un groupe, et je trouve que Xavi collait bien et qu'après ils n'ont pas su, on va dire, retrouver ce coach-là un peu comme Xavi qui allait être dans la continuité, et malheureusement aujourd'hui ils en payent un peu le dépôt, mais ça reste un club, je pense qu'à un certain moment qui vont remonter la pente. Bah oui, ils ont commencé avec Ten Hag qui restait 2 matchs et puis ils l'ont viré, et puis c'est Kasper Hjulman, le Danois, qui a repris l'équipe. Effectivement, c'est pas une bonne manière de commencer la saison. Ils sont à 3 points du top 4. Oui, donc, rien n'est perdu pour le top 4. Rien n'est perdu. Donc, c'est bon. Mais c'est très irrégulier, c'est vrai. Oui, il va falloir quand même se battre pour l'obtenir, ce top 4, parce qu'il y a d'autres matchs qui sont intéressants ce week-end, notamment en Allemagne. On en reparlera. Un petit mot sur le Bayern. Qu'est-ce qu'on peut encore dire sur le Bayern, si ce n'est de dire qu'ils sont quasiment champions, et si ce n'est de faire comme on fait quasiment chaque semaine, c'est de regarder les records qu'ils sont susceptibles de battre pour voir s'ils s'en rapprochent ou pas. Allez, moi j'ai l'impression... le nombre de points pris, ça va quand même... C'est pas évident. Ils n'ont plus droit à l'erreur. Ça, voilà. Par contre, pour les buts marqués, je pense qu'ils vont exploser tout. Si Harry Kane rejoue, mais il va rejouer. Hein. Oui, il n'a pas joué à l'Atalanta, mais il était dans le week-end dernier non plus, il n'était pas là. Ouais, le match aller contre Leverkusen, il n'a pas joué non plus. Petite anecdote, il était monté à l'heure de jeu, donc voilà. Ouais. Mais quand il monte, il me l'en met 3 après, donc... Ouais, non, il est monstrueux, mais après moi, parce que Paulo nous parlait tout à l'heure de Vincent, ça te surprend ou pas, sa réussite là-bas dans un si grand club? Non, ça ne me surprend pas. Je suis juste... en fait, tu vois, par exemple, quand il était à Anderlecht, je trouve ça très, très malheureux de la manière dont il a été traité, alors qu'à l'étranger,
on voit un peu comment il est respecté, tu vois. Et je trouve ça un peu dommage. Et moi, je suis pas surpris, je suis même content. Et ça prouve en fait que c'est un top guy, que c'est un top coach. Et aujourd'hui, je crois qu'Anderlecht a beaucoup de regrets par rapport à ça. Ouais, ben oui. Bah, il est sans doute dans le pays idéal, non? Au niveau, par exemple, des relations avec la presse ou des choses comme ça, où c'est beaucoup plus carré en Allemagne, c'est beaucoup plus cadré et visiblement, il s'en sort très bien. Franchement, tu le mets en Allemagne, tu le mets en Italie, tu le mets en Angleterre, tu le mets où tu veux, il fera les mêmes résultats. Ok. Voilà, il y a juste Anderlecht, tout ça n'est pas chez lui, quoi, finalement, chez lui. Mais on n'est pas toujours prophète en son pays. Non, quand Polo avec le Standard, les relations ont parfois été aussi Ouais. un peu plus difficiles, et pourtant, il aurait tellement aimé aider le club, lui. Donc, c'est pas toujours. C'est parfois une question de timing, hein, donc il faut rester prudent, il faut attendre un peu. Hein. Ouais, yes, let's see. On verra bien, effectivement. Bon, il y a un autre match très important, on le disait il y a un petit instant, pour le top 4 ce week-end. Rapidement, un mot sur Stuttgart-Leipzig, ce sera dimanche à 19h30. Ces deux équipes sont 4e et 5e, avec le même nombre de points, c'est-à-dire 47, plus 3 sur Leverkusen. Et alors, juste un mot quand même, on en a déjà parlé dans cette émission, mais voilà, c'est Denis Undav du côté de Stuttgart. Phil, c'est le deuxième meilleur buteur de Bundesliga, c'est ça, hein? Ouais. Derrière Kane, loin derrière Kane, mais il a quand même marqué 15 buts. Ouais, dans une équipe qui ne marche pas toujours de la même manière que le Bayern non plus, donc c'est d'autant plus remarquable. Je pense qu'il a vraiment acquis un statut nouveau cette saison en Bundesliga. Et encore une fois, c'est un joueur qui est passé par l'Union et qui réussit. Qui est passé aussi par la 3e division allemande. Ouais. Et je trouve que c'est important. Il n'y a pas si longtemps. Non, mais c'est important de le rappeler parce que parfois, on peut avoir des chemins un peu de traverse, hein, comme on dit. Voilà, et puis se retrouver quand même en haut du top du football européen. 6 sélections en équipe nationale, avec la Mannschaft quand même. Bah, ça peut être son année. Hein. Ouais, on verra s'il ira à la Coupe du Monde, il y a de la concurrence. Oui, avec sa saison, oui. Oui. Mais il n'a pas été. Je pense que sur les derniers matchs, il n'a pas été convoqué. Peut-être question de blessure, etc. Il y a aussi de la concurrence en Allemagne. Un mot rapidement, et puis on te laisse, Polo. Denis Undav, qu'on a connu chez nous, exceptionnel quand même. Parce que partout où il est allé, que ce soit l'Union, Brighton et maintenant aussi du côté de Stuttgart, il marque. Il y a des gars comme ça qui ont ça en eux de manière innée. En fait, hein. Ouais, non, il y a des joueurs. Harry Kane, c'est aussi un joueur comme ça. C'est que moi, en étant jeune avec Harry Kane, il avait cette facilité à marquer des buts. Et il y en a qui. Un Gianni Bruno aussi, je ne sais pas si vous connaissez. Oui. Il a ce côté-là à marquer des buts, peu importe là où il va. Donc, ouais. Et c'est pas donné à tout le monde, ça. Hein. Ce serait trop facile. On a tous joué au football, peut-être ici à cette table. On a peut-être de bons joueurs. On n'était pas vraiment des buteurs non plus. Hein. Pas du tout, moi. Non. Absolument. C'est pas moi. Phil non plus. Ok, Polo, on va te laisser. Merci en tout cas d'avoir passé à vous, un les gars. moment avec nous. Profite bien de tout ce qui se passe, tout ce qui est positif avec ta famille et ta petite fille. Profite bien de peut-être quelques jours de repos et relance-toi bien. Profite aussi du restant de la vie. La vie ne s'arrête pas à une carrière de foot, bien entendu. Never. We are more than a player. Voilà. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. Salut Polo. Ciao. Voilà, on continue. C'était sympa d'avoir c'est vrai qu'on a, en commentant les matchs quand même, tout au long de ces longues années avec le Standard notamment, on a pris beaucoup de plaisir à suivre son évolution et à commenter ses buts. On passe à présent au football anglais, large chapitre aussi, bien sûr. Et avant de passer aux affiches du week-end, un mot sur la FA Cup. C'était le week-end dernier, 8e de finale de la Coupe d'Angleterre. Donc il y a eu deux surprises quand même, on peut dire. Fulham éliminé par Southampton, Sunderland éliminé par Port Vale, équipe classée dernière de League One, c'est-à-dire la 3e division anglaise. Et donc voici le tirage au sort qui a eu lieu ce lundi, les quarts de finale, avec quand même une grosse affiche. City-Liverpool. Ouais. Port Vale, ça va être un peu plus compliqué, mais enfin, ça reste la jolie histoire classique de la FA Cup. Hein, il y en a chaque année. Aller plus haut que ça, c'est quand même compliqué pour des tout petits clubs comme ça, mais bon, voilà, c'est toujours sympa de les voir.
La confirmation que West Ham, parce qu'on va en parler dans quelques instants, va mieux, puisqu'il se qualifie aussi pour le tour suivant de la Coupe d'Angleterre. Et puis, j'ai beaucoup aimé un plaidoyer de Guardiola sur la Coupe d'Angleterre, où il a parlé de cette compétition comme étant la compétition qu'il préfère. Ouais. Et il dit, quand vous arrivez dans un petit... Alors, c'est évidemment pas l'affiche contre Liverpool, mais quand vous arrivez dans certains petits stades en Angleterre, que vous sentez toute la passion qui est autour, il dit, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel à vivre. Donc, je parlais avec un supporter, enfin un Anglais qui adore le foot depuis toujours. Et pour eux, ça reste la compétition, encore plus importante que le championnat, parce que c'est la plus vieille compétition du monde. Et la FA Cup, ils ont tous des souvenirs de petits clubs, d'enfance, de choses qui les ont marqués. Et ça reste très, très important pour eux. Oui, c'est vraiment une compétition ultra populaire et qui est toujours agréable à suivre. Et c'est brandir le trophée, là. À Wembley, ça doit être quelque chose de fabuleux aussi. Bon, on passe aux affiches du week-end parce que c'est chaud pour le titre, c'est chaud pour l'Europe, c'est chaud pour le maintien également. Mais pour l'Europe, il y a quand même quelque chose qu'il faut préciser. C'est que, comme la saison dernière, on pourrait avoir 5 qualifiés pour la Ligue des Champions la saison prochaine. C'est quasiment sûr. Avec les résultats des clubs anglais, ils ont encore 9 équipes qualifiées actuellement. Et vous voyez qu'au nombre de points, ils sont largement dessus. Alors, il faut expliquer que cette moyenne qui établit le classement, c'est le nombre de points qui est divisé par le nombre de clubs engagés au départ. Ce qui peut expliquer, par exemple, que la Pologne est au-dessus de la France. Ils ont moins de points, mais ils ont beaucoup moins de clubs engagés, donc ils sont encore au-dessus. À terme, évidemment, ça va encore se modifier, mais on voit bien que l'écart en fonction de ce qui est actuellement fait est largement en faveur des Anglais. Et comme il y a deux pays plutôt qui ont un club supplémentaire, les Anglais l'auront, c'est quasiment certain. J'ai regardé tout ça aussi, j'ai pris une aspirine, j'étais dormi. Et vous n'avez rien compris. Pas bien. Non, vous avez mal dormi. C'est à comprendre, c'est compliqué. Oui. Il y a beaucoup de règlements dans le foot qui sont parfois compliqués à comprendre, qu'on se dit même, je ne suis même pas sûr que l'UEFA comprennent déjà soi-même que le tirage au sort de la Coupe du Monde, c'est exceptionnel ça. Vous vous souvenez? Oui, non, alors celui-là, cette boule-là, on ne peut pas la mettre là. Donc, voilà. Ah, mais non, on ne peut pas la mettre là non plus. Voilà. Non, c'est exceptionnel le foot moderne. Tout à fait. On aura l'occasion d'en parler, je pense. Mais ce n'est pas du tout pour éviter les surprises, par exemple. Des gros clubs qui se rencontrent, non, jamais. Des grosses équipes. Bref, on va simplifier. On va simplifier pour des gars comme moi. Le 5e ira en Ligue des Champions. Allez, on passe à la lutte pour le titre. En Angleterre, elle est tellement extraordinaire, cette lutte pour le titre, et notamment un gros match quand même entre Arsenal et Everton. Ce sera samedi à 18h30. Arsenal va donc jouer... en Ligue des Champions ce soir. En Ligue des Champions ce soir, absolument. Et puis aussi avant City, parce qu'en général c'était l'inverse. Et donc cette fois-ci, ce sera peut-être un petit peu moins sous pression qu'Arsenal se trouvera. Arsenal a 7 points d'avance sur City, mais un match de jouer en plus. Arsenal qui joue ce mercredi à Leverkusen, tu l'as dit, en Ligue des Champions. Et tout d'abord, une question à propos d'Arsenal. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour Trossard? Parce que ça fait quand même 3 fois en un mois qu'il sort blessé. C'est pas grave, mais il sort quand même chaque fois blessé. Je ne pense pas qu'il faut s'inquiéter puisqu'il est déjà dans le groupe pour la rencontre d'aujourd'hui en Ligue des Champions. Après, c'est vrai que ça devient récurrent. Je ne pense pas que ce soit un problème musculaire. Sinon, on ne prendrait pas le risque de le faire rejouer si rapidement. Donc, c'est peut-être un risque, c'est peut-être de l'inflammation. Et auquel cas, il faut parfois un peu gérer les temps de jeu, etc. Donc, voilà. Mais inquiet, non, je ne pense pas, non. Juste peut-être une petite fragilité qu'il faut tenir à l'œil en fonction des semaines et des mois qui suivent. On verra s'il partira avec la Belgique dans ce voyage aux Amériques pour les 2 matchs qu'il joue face aux États-Unis et au Mexique. Donc c'est quand même un gros voyage aussi. Ça, ce sera peut-être une information supplémentaire sur son état de santé. Exact. Arsenal accueille donc Everton qui est 8e. Pourquoi ne pas aller chercher l'Europe? Everton, on verra. C'est pas inimaginable. Arsenal reste sur 2 victoires à Newcastle et contre Burnley, mais surtout cette équipe d'Everton, elle est redoutable à l'extérieur avec quand même un bilan de 24 points en 14 matchs, c'est-à-dire le... C'est la même chose que City. 4e bilan de première ligue. Bilan. Ils prennent, en gros, sur l'ensemble des points qu'ils ont pris cette saison, ça se joue à un chouïa, mais ils prennent un peu plus de points à l'extérieur qu'à domicile. Est-ce que c'est parce qu'ils ont un nouveau stade et qu'ils ne sont pas encore adaptés à leur nouveau stade? Je ne sais pas, hein. C'est peut-être surtout parce que on a vu que Crystal Palace est par exemple 5e dans ce classement, alors qu'ils sont quand même beaucoup plus bas encore au classement général. Mais c'est peut-être parce que la structure de l'équipe telle qu'elle a été conçue est assez solide, c'est subir et partir en contre et faire des dégâts. Donc
un match quand même où il faudra faire Ouais, attention faudra par faire Arsenal. attention. Parce qu'il y a non seulement les performances à l'extérieur, mais il y a aussi l'aspect défensif et l'aspect gardien de but aussi. Forcément, c'est lié. Pickford, troisième gardien, si on fait le ratio entre les buts encaissés par... enfin, le nombre de minutes par but encaissé, derrière Raya, derrière Donnarumma. C'est la quatrième défense aussi, Everton. Oui, après, c'est fameux quand même. Hein. Oui, mais défendre les buts d'Everton, c'est pas tout à fait la même chose que défendre les buts d'Arsenal ou de Manchester City. Quand je dis c'est pas la même chose. Oui, mais justement, donc ça le met encore plus en valeur. Oui, après, c'est quand même le gardien de l'équipe nationale anglaise. Hein, oui, donc, il a fait, vous les avez vus, je pense, ces dernières semaines, mais 2 arrêts assez Il est en extraordinaires. grande forme. Il est parfois un peu irrégulier, Pickford, mais... Sur sa ligne, ça a toujours été un gardien assez exceptionnel. Ouais. C'est parfois un peu plus délicat dans d'autres phases où les gardiens doivent intervenir, notamment les sorties. Mais c'est vrai que sur sa ligne, il a toujours été exceptionnel et il a montré des choses très encourageantes pour Everton, qui n'a plus rien à perdre dans ce championnat, c'est vrai. qui peut donc jouer à faux Ouais. et continuer à faire des résultats contre les gros parce que ils aiment ça. C'est dans la nature aussi de ce club, je pense. Alors, je ne suis pas Madame Irma, je me suis souvent planté largement sur certaines déclarations parce que finalement, voilà, on ne sait pas trop ce qui va se passer demain. Mais j'ai le sentiment quand même que c'est pour Arsenal un match difficile à négocier parce que c'est une équipe piégeuse quand même, cette équipe d'Everton. Donc, chaud ce week-end du côté de l'Emirates. Ils mettent de l'impact, Ouais. de toute façon, dans tous les matchs. Je ne suis pas sûr que ce soit la chose qu'Arsenal préfère, même s'ils se sont améliorés, je pense, dans ce secteur-là. Ils mettent plus d'impact, eux aussi, dans ces rencontres-là. Ça va être très intéressant à suivre. Arsenal peut-être en danger contre Everton, mais bon, City alors, qui va à West Ham, samedi à 21h. City qui joue au Real Madrid, quand même ce mercredi en Ligue des Champions. Nouveau piège alors, peut-être pour City à West Ham, parce qu'on rappelle que City récemment a perdu des points face à Nottingham, équipe qui lutte pour sa survie, mais West Ham lutte aussi. Ouais. Sur sa survie avec Je vais- les crocs là. Juste quand parce même. qu'on fait la transition entre les deux, je vais dire un truc qui n'est pas très populaire, je le sais bien, mais parfois quand je regarde les matchs et je regarde les décisions arbitrales, je me demande vraiment si les arbitres n'ont pas décidé qu'il y aurait un champion cette année et pas l'autre. Hein. Lequel? Moi, honnêtement, je trouve qu'il y a quand même certaines décisions qui ont été prises ces dernières semaines en faveur d'Arsenal qui démontrent quand même qu'on ne siffle pas beaucoup contre eux. Quand même. Tu penses au but annulé de Tottenham, par exemple. Exactement. Oui, c'est vrai. Bon, je sais pas. C'est polémique ça ou pas? Bon, pas du tout. Ah. De toute façon. Si, pour les supporters d'Arsenal, ça leur plaira pas. Polémique, alors tout est polémique, hein, si on peut plus rien dire. Hein. Voilà. Non, mais moi, bon. En fait, la fois prochaine, tu seras avec Serge Rademacher, vous discuterez. Moi, j'irai boire un verre, vous discuterez entre vous. Non, mais bon, voilà. La semaine prochaine, c'est moi. Ah, Serge. c'est toi. Ouais. Ah oui, c'est toi, Serge. Dans 3 semaines. Mais alors, je pense qu'il y a encore plus de danger pour City de se déplacer à West Ham qu'Arsenal de recevoir Everton, ça c'est clair. Voilà, parce qu'on va quand même voir les stats de West Ham, ça c'est assez exceptionnel. C'est une résurrection véritablement. Regardez, donc West Ham a pris 14 points sur 24, 7e bilan sur les 8 derniers matchs. West Ham évidemment est toujours 18e, mais entre la 21e et la 29e journée, West Ham a comblé son retard sur Nottingham, qui était de 7 points. Il n'y a plus qu'une différence de but défavorable à West Ham. Mais ils ont pris autant de points en 8 matchs qu'ils en avaient pris en 21 matchs. C'est clair qu'il y a une amélioration au niveau des résultats. C'est une résurrection ou c'est un retour à la norme? Parce qu'en fait, les deux. Ouais, mais je lisais, Nuno Espirito Santo est revenu après 2 entraîneurs, parce qu'on en discutait un peu avec Philippe juste avant l'émission. Il y a eu Lopetegui d'abord, et puis il y a eu l'ancien de Brighton, Potter, exactement. Et donc, il y a eu les 2 entraîneurs qui ont essayé de modifier un tout petit peu l'ADN de cette équipe de West Ham. Et là, aujourd'hui, avec Nuno, ils sont revenus à quelque chose de très classique. Et d'ailleurs, c'est simple, les joueurs qu'on voit rebriller à nouveau, hein, c'est ces joueurs qui peuvent amener des contres. Il y a Kudus, il y a Bowen, il y a dont vous allez parler aussi. Donc voilà, mais on est revenu à quelque chose de très structuré, très organisé. Et alors qu'on était sorti un peu de ce schéma-là avec des entraîneurs un peu plus poètes, un peu plus. L'utilisation des flancs et des centres aussi, qui est une de leurs grandes forces. Et Nuno, en fait, il était où encore en début de saison? Nottingham. Ah. Donc en fait, ce qui est extraordinaire quand même, c'est que Nuno, là, il peut peut-être décapiter, guillotiner, ou tout ce que vous voulez, l'équipe de Nottingham, qu'il entraînait encore en début de saison. Et par la même occasion,
son grand ami Marinakis. C'est particulier quand même. C'est particulier, c'est comme situation. Il a fait une saison extraordinaire avec Nottingham la saison dernière. On sait que ça a foiré, il a été viré, il est là. Il remonte quand même. Enfin voilà, ça serait intéressant de suivre. Après, avec un matériel humain que je pense quand même supérieur à West Ham par rapport à Nottingham, en termes de qualité pure de joueurs, etc. Équipe transfigurée, mais un joueur qui est aussi transfiguré, effectivement, du côté de West Ham, c'est Crescencio Somerville. Il est néerlandais, hein, et ces dernières semaines, quand même, il cartonne. On va voir ses stats récentes. 8 matchs, 5 buts en FA Cup, 3 matchs, 2 buts au total depuis le 11 janvier quand même. Hein, donc 11 matchs, 7 buts, 1 assist. Et quand il marque des buts, c'est pas des mauvais, c'est pas des vilains buts. Hein, on sent qu'il a quelque chose de l'aisance. C'est une sorte de serpent aussi, ce gars-là. Mais déjà, quand il était à Leeds, il était comme ça. Et donc, c'est pour ça qu'on est allé, je pense, le chercher du côté de West Ham. Et aujourd'hui, enfin, mais de nouveau, dans un schéma qui, sans doute, lui correspond mieux que les entraîneurs précédents voulaient faire. Il y a encore Bowen aussi qui est en renouveau aussi. Il a marqué encore 2 buts en coupe pour la qualification. Parce qu'il marquait plus beaucoup. Non, mais c'est le joueur emblématique de l'équipe et il avait disparu un petit peu de la circulation. Donc c'est bien la preuve que les changements maintenant ont apporté quelque chose qui ressemble plus à l'ADN effectivement de West Ham. Donc ce sera sans doute un match compliqué aussi pour City. Et toujours à propos de Somerville, certains le voient en équipe nationale. Aller à la Coupe du Monde avec les Pays-Bas, il n'a pas encore été sélectionné. Ouais, il y a de la concurrence aussi, mais tous ces gars-là qui sont en forme à ce moment-ci, ils y croient. Ils ont raison d'ailleurs d'y croire. Bien, West Ham, ok. On parle maintenant de City qui n'a plus droit à l'erreur vraiment, hein, puisqu'il y a 7 points d'écart, même s'il y a un match disputé en plus par Arsenal. City accroché par Nottingham lors du dernier match de Premier League, mais City qui reste aussi sur une belle victoire et une belle qualification face à Newcastle le week-end dernier, 1-3. Ça a beaucoup plu à Pep Guardiola. This is the best game we have played against Newcastle here in my now a period together in 10 years, an FA Cup and a difficult one. So really pleased how we behave, how we played, and in defensively, offensively, in the concentration and top. So 8 times in a row in quarterfinals FA Cup. That means how good this organization it is. You seemed really annoyed during the second half when you told us to. Listen, when Jeremy Doku dribble Trippier and go alone to the box and he's being pulled from behind, I'm not asking a yellow card, but please, it's fault. Or maybe except in this country, it's fault. And I will defend my team. And I tell you something, we have all the records in this country, all of them. Despite everything, we have all the records. And we have the record, the manager, more yellow cards. So always I wanted this record and now I have it. 2 games ban now because it's the second incident, and now we'll go on holidays the next 2 days. Ouais, 2 matchs, deux journées en vacances, mon œil, mais 2 matchs de suspension. Il sera donc pas sur le banc ce week-end à West Ham, Phil. Non. Et puis l'autre match. C'est toujours en championnat parce qu'il joue entre les deux la finale de la Cup, pas la FA Cup, mais le FL Cup. Ouais. Mais là, il y a un règlement qui prévoit que si on a une suspension prévue, on ne doit pas l'exécuter pendant la finale. Je pense alors que ce sera en FA Cup contre Liverpool. C'est FA Cup Liverpool, pardon. C'est ça, en fait. Hein. Oui, donc c'est quand même un handicap à West Ham. Et puis, oui, bien sûr. Oui. Après, c'est comme ça le règlement. On ne va pas revenir sur la faute sur Doku, mais on va quand même parler de Doku parce qu'il est quand même revenu. Et ça fait quand même un petit temps qu'on l'attendait. Il a fait un bon match à Newcastle. Il a donné un assist, Jean-François. Ouais, ben c'est bien qu'il revienne, c'est au bon moment, on aura besoin de lui. Moi, j'avais dit, parce que comment je veux dire, au moment des transferts du mois de janvier, j'avais dit que Doku garderait l'après une dominance, notamment sur d'autres joueurs offensifs, parce qu'il est réellement percutant. Ce que je lui souhaite, c'est de revenir à ce niveau-là. Pour ça, il lui faut des minutes. Donc, on verra si déjà ce week-end, il pourra en avoir ou pas. Mais ça reste un joueur de rupture qui peut ouvrir à un moment donné quand même des cadenas et donc je pense que c'est un plus pour terminer cette fin de saison malgré toute la richesse du noyau quand même offensivement. Il va devoir faire des choix là qui vont être terribles. Avec le programme qu'ils ont, Doku jouera. Oui, on va voir le programme parce que c'est démentiel le programme de Manchester City. Regardez. Bon, Real Madrid ce soir à West Ham, retour face au Real Madrid.
Finale de la Coupe de la Ligue contre Arsenal. Ensuite, FA Cup contre Liverpool, Chelsea, Arsenal. Et Phil, on peut encore ajouter éventuellement s'ils se qualifient contre deux le matchs Real, de Ligue des Champions. 2 matchs entre le 4 et le 12 et le 12 et le 19. C'est pas mal, hein. Donc Doku jouera, je pense. Je pense que Doku jouera s'il n'est pas blessé. Et je pense que Pep Guardiola aura besoin de tout le monde, évidemment. Mais bon, c'est impressionnant. C'est un peu moins compliqué. C'est lourd aussi pour Arsenal, mais c'est un tout petit peu moins compliqué. En fait, sur papier, le match le moins difficile, c'est le déplacement de West Ham. Oui. Sur papier. C'est ça. Et on vient de dire que ce ça. serait compliqué. Donc. Effectivement. Et ce fameux match entre C'est pour ça qu'il prend des vacances. il en Mais aura en même besoin. temps, ça va les tenir sous tension pendant Oui. un certain Ouais. temps. Et donc, mais il faut garder le rythme. Hein. Ouais. Enfin, Enfin, bon. S'il gagne tout ça, prenons qu'il fasse un parcours incroyable et qu'il gagne tous ces matchs-là, vous imaginez dans quel état d'esprit ils abordent la dernière ligne droite. Ouais. Bah, tout est possible. Hein. Tout est Ah, possible. bien sûr, avec cette équipe-là, tout est possible. Voilà, dernière chose à propos du City, mais c'est vraiment pour l'anecdote. Marmouche, il a marqué 2 buts ce week-end en FA Cup et ça lui fait 7 buts marqués en 5 matchs contre Newcastle depuis qu'il est arrivé à City. Ça veut dire qu'il a marqué la moitié de ses buts contre Newcastle. Ouais. Il aime bien les noirs et blancs. Étonnant quand même. Je voulais quand même vous le rappeler. Autre match important ce week-end en Première Ligue, c'est Manchester United face à Aston Villa. Il y a ce sont deux équipes qui ont été battues le week-end dernier. 2 équipes qui ont aussi le même nombre de points. United est 3e, Aston Villa est 4e. Ça se joue à la différence de but. Est-ce que ce match-là est un match clé? Et est-ce que cette journée-là qui arrive est une journée clé pour le top 4? Parce qu'il y a aussi un certain Chelsea-Newcastle ce week-end. C'est chaud hein, quand même dans ce secteur-là. Bah, je crois que si Manu bat Aston Villa, eux vont être boostés vers l'avant et Villa continue à descendre. Ça fait quand même quelques semaines maintenant que c'est le cas. Unai Emery le sent, il râlait déjà en janvier parce qu'il n'a pas les mêmes moyens pour faire des transferts, Ouais. il y a les blessures. Ça va être compliqué pour eux la fin de saison. Ils ont aussi la Coupe d'Europe à jouer. Bon, c'est pas la Ligue des Champions, mais malgré tout, ils sont candidats à la remporter, celle-là. Donc ça pourrait être pour eux une voie de se qualifier aussi à la Ligue des Champions. Peut-être. Mais si on parle d'abord de Manchester United, on rappelle que cette équipe a épaté tout le monde vraiment depuis l'arrivée de Michael Carrick, 19 points sur 21, et puis boum, ça arrive évidemment, défaite 2-1 à Newcastle lors de la dernière journée de Premier League. Je pense qu'on peut dire que United est quand même passé à côté de son match. En tout cas, vous allez l'entendre, Michael Carrick et Senne Lamens n'ont pas dit le contraire. Yeah, we're bitterly disappointed with the night. Really, we know we can play a lot better than what we did and put ourselves in a good position in the game to take something from it. So then to come away with nothing, yeah, it hurts us. We're really disappointed. Don't like losing any game, but tonight hurts. I don't think we can't lose sight of the bigger picture and the good work that the boys have done to put us in a good position. So. Tonight we wanted to take another step, but we haven't managed to do that. We have done a lot recently, and we need to get back to doing that pretty quickly. I felt like we didn't bring enough or the same as they did, and yeah, then it's always going to be a tough one, especially here with their fans behind them. Yeah, I mean you can have off days, of course, but it's it's a collective off day today, which is not really possible. Not in this league, not against those teams. So we need to learn from it. Yeah. Première défaite depuis l'arrivée de Carrick, en plus en supériorité numérique quand même pendant plus d'une mi-temps. Bon, ça arrive de passer à côté d'un match, le tout, de redresser rapidement la tête. Oh, c'est après, un bon match à domicile pour le faire. Ouais, après, Newcastle, c'est pas non plus une mauvaise bien équipe. sûr, Hein. bien sûr. Je les ai Non, mais en Ligue des Champions hier. oui, mais au niveau du contexte du match et au niveau Oui. du jeu, Ouais. ils étaient Bah, d'accord pour dire qu'ils le disent eux-mêmes. Ils disent eux-mêmes. Oui, après, oui, mais ils parlent d'eux, mais pas oublier qu'il y avait l'adversaire en face qui Exact. quand même, voilà. Mais non, mais c'est bien. On va voir maintenant. On va voir justement si De quel bois il se chauffe. exactement De quel bois ils quelle sont. sera la réaction de cette équipe et comment est-ce qu'ils vont réagir après une première défaite et voilà, c'est toujours des moments clés et c'est bien pour ça de se retrouver face à ses supporters dans son stade et dans un match. Face à une équipe qui est dans le doute. Ouais, oui. oui, dans le doute, oui, tout à fait. Oui, non, je suis d'accord qu'il est dans le doute, mais enfin, ça reste un adversaire Ça reste une difficile. bonne équipe. Aston Villa, donc battu lors de son dernier match quand même 1-4 contre Chelsea. Aston Villa qui a fait une saison exceptionnelle, je dirais,
allez, jusqu'à la fin de l'année 2025. Ensuite, c'est plus compliqué, même beaucoup plus compliqué. On peut dire que cette équipe, on va voir sur cette infographie, son bilan sur les 9 derniers matchs. Aston Villa a déraillé, complètement déraillé. Là, parce que 9 points sur 27, c'est le 17e bilan de la Première Ligue sur cette période. Hein. C'est 1 point par match, donc Et 6 petits buts marqués seulement. C'est un rythme de descendant sur toute une saison. Hein. Ouais. À ce point-là, c'est vraiment se demander qu'est-ce qui se passe en interne. Alors bien sûr, les blessés, les absents. Leur entrejeu, hein, c'était leur force. Ils ont beaucoup de blessés dans l'entrejeu. Camara, Tillemans, McGinn, mais ils ont quand même été chercher à la mi-journée, pardon, non plutôt à la mi-championnat. Ils ont rapatrié Douglas Luiz, ils ont rapatrié Abraham, Leon Bailey. Oui, mais après, ça reste les choix aussi de l'entraîneur. Il avait Onana à sa disposition, il l'a mis sur le banc. Ouais. Alors, à un moment donné, moi je veux bien, mais... Étonnant parcours quand même de cette équipe d'Aston Villa, étonnante défaite aussi contre Chelsea. On va justement écouter Unai Emery. We are now in bad moment. Okay, bad moment. And of course Chelsea, they are so happy and they deserve to win today. Okay, and we can understand the situation we have now. But overall, still 3 points in front then. In 29 matches, we are being better than them. Not today. Now, in our structure, we are doing something wrong because the structure is not being strong like it was before. And this is now my concern. This is now my responsibility. And of course, I am going to share with the players, but still time to recover it. Il me fait, dans sa manière de s'exprimer, franchement, il me fait rire. Il a un côté professionnel, professoral, comme ça. Mais bon, c'est quand même curieux ce qui se passe là-bas. On sent quand même qu'il n'est pas de très bonne humeur. Hein. Oui. Je crois qu'il est furieux contre la structure du championnat, pas ses joueurs. Emery est frustré parce que il sent qu'il a la possibilité d'être plus haut et qu'il estime ne pas avoir les mêmes moyens que les autres. Il l'a déjà dit plusieurs fois et ça se sent dans ses réponses. Il y a beaucoup d'équipes qui disent ça. Bien sûr, mais Villa était perçu comme... continuellement se plaindre des moyens. À un moment donné, en Angleterre, ils ont oui, mais c'est une réalité. Moyens. C'est une réalité. Ils ont un beau noyau quand même, non? Par rapport Peut-être à... un peu court, mais ils ont quand même... Oui, c'est vrai pour Newcastle aussi, c'est vrai pour Aston Villa, parce que les moyens sont dépendants des recettes. Oui, bien sûr. Et qu'un club comme Manchester United, qui a tellement bagnaudé dans les bas de classement ou dans les milieux de classement pendant des années... Avec les mêmes joueurs, il y a quelque temps, ils faisaient beaucoup mieux. Ils ont fait 11 victoires d'affilée, je crois, ou 11 matchs sans... Je suis d'accord, mais sur la durée, c'est compliqué, je pense. Ouais. En tout cas, ce sera compliqué aussi. En tout cas, c'est surtout son sentiment à lui, c'est pas mon sentiment à moi. Bien sûr. Enfin, je parlais d'Onana tout à l'heure, il a joué le week-end dernier contre Chelsea, c'est pas pour ça que ça les empêchait de perdre. Hein, donc, voilà, mais il y a quelque chose, c'est vrai qu'on peut avoir 2 fois plus ou moins la même composition d'équipe et avoir 2 matchs qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Évidemment. Et donc, ça, oui. Mais, enfin, ce que vous avez montré il y a un instant avec le 17e bilan sur les derniers matchs, ça, c'est vraiment inquiétant, extrêmement parlant et inquiétant. Absolument. Et par contre, dans son analyse d'entraîneur, qu'est-ce qu'il essaie de faire? Il essaie de dire, les gars, on a encore 3 points devant et là, il est temps de se ressaisir. Est-ce qu'ils en sont mentalement, physiquement, techniquement capables? Ça, on verra peut-être dimanche. Partie de réponse ce dimanche, oui. Un mot aussi sur le match Liverpool-Tottenham. Déjà jeudi, puisqu'il joue aussi. Pardon? Déjà jeudi, puisqu'il joue en coupe aussi. Exact. Un mot sur le match Liverpool-Tottenham aussi de ce week-end, parce que là aussi, c'est important, avec 2 équipes dont on parle quand même aussi beaucoup depuis le début de la saison. Ça concerne à la fois le top 4 et la lutte pour le maintien. On va d'abord parler de Liverpool qui a été battu ce mardi à Galatasaray 1-0. 100e match en Ligue des Champions, je crois. Ils ont perdu. Voilà, défaite. Après... tout est encore possible, ce sera une défaite de plus quand même, mais tout est encore possible au niveau de la qualification. Et puisqu'on parle de qualification, Liverpool s'est qualifié à Wolverhampton en FA Cup, ça c'est bien, mais 3 jours avant, Liverpool s'était fait battre, toujours à Wolverhampton, 3-1. Vous êtes en train d'expliquer qu'il y a des hauts et des bas. Hein, voilà, c'est ça. J'essaye d'être clair. Oui, il y a des hauts et des bas. Il y a des hauts et des bas, mais surtout ce que je voulais dire, on pourra en arriver au fait que dans ce dernier match de Premier League, Liverpool a encore été battu dans le temps additionnel et c'est la 5e fois de la saison quand même, ce qui est quand même beaucoup parce que ça fait quand même pas mal de points perdus. Vous vous souvenez des 5 premiers matchs de championnat? Oui. Vous avez gagné quasiment les 5 matchs dans le temps additionnel. Et on s'était dit, ils vont pas faire ça toute la saison. Ben non, de fait.
C'est exactement l'inverse qui s'est produit ensuite. Et là, ils sont quand même. Enfin, on sait qu'il y aura 5 places qualificatives pour la Ligue des Champions. Ouais. On ne sait pas jusqu'où ils vont aller, eux, en Ligue des Il y en Champions. a un qui va sauter. Chelsea, Man va être chaud, United, hein. Tottenham, Aston Villa, Liverpool. Ouais, ils sont Chaud, hein. 6e pour l'instant. Ça Ouais. veut dire qu'ils doivent, eux, si on part du principe qu'il y en aura 5, il y a un petit effort à faire quand même pour terminer dans le fameux top 5. Sans quoi la saison prochaine, ça risque d'être encore sans Ligue des Champions. Et on sait que quand il n'y a pas de Ligue des Champions, on attire moins facilement des joueurs, etc. Ça a des conséquences. Et on Pas risque que- de virer l'entraîneur aussi, parce qu'il y a un certain Xavi Alonso qui attend dans la salle d'attente. Oui. Peut-être, hein. Ouais. Je sais pas si. Moi, je trouve que pour l'instant, enfin, c'est peut-être parce que voilà, j'ai moins commenté Liverpool ces dernières semaines, donc du coup, mais je sais pas, je suis pas tout. Son discours d'entraîneur, j'arrive pas à être convaincu, quoi. C'est pas un entraîneur qui me convainc, donc en effet, je ne sais pas ce qui va se passer en fin de saison, mais il pourrait y avoir une modification à ce niveau-là. On verra. Bon, Liverpool accueille Tottenham. Alors, bon, les amis, la situation de Tottenham, chaque semaine on dit elle est dramatique. La semaine passée on a dit dramatique. La semaine précédente on avait dit catastrophe. Il n'y a plus de... Si, il y a un terme clownesque. Oui, Non mais Écoutez, clownesque, oui, par oui, rapport, non mais par rapport au match de Ligue des Champions, de Ligue des Champions ici à l'Atlético. On rigole, mais c'est pas drôle pour les supporters, c'est vrai. Mais tu as raison, ce qui s'est passé là-bas. Donc, on rappelle les faits. 5-2, défaite 5-2 de Tottenham à l'Atlético ce mardi. C'était 3-0 après 15 minutes avec 2 énormes boulettes du gardien, Kinski, qui avait pris la place de Vicario. Erreur de Van de Ven, 3-0 à un quart d'heure, et il fait Tudor change son gardien, donc Kinski, il le remballe au vestiaire, il fait monter Vicario après 17 minutes. On a l'âge que l'on a, on a vu des milliers de matchs chacun. Moi, j'ai jamais vu ça. Mais je sais pas, vous Qu'est-ce avez qui vu s'est le passé nombre là de réactions qu'il y a eu dans la presse d'anciens gardiens qui étaient commentateurs pour différentes chaînes, qui ont envoyé des messages pour dire on est tous avec toi, parce que c'est tellement dur de vivre un truc pareil. Mais je ne vais pas dire qu'il y peut rien, et les erreurs, il les a faites. Les a faites. Mais en même temps, quand ça se passe comme ça dans un match de foot et qu'on est professionnel, ça doit être terrifiant. Il a été accompagné sur le. Vous avez vu l'image où il y a 3 joueurs de l'équipe qui le soutiennent parce que C'est personne ne lui en veut, parce que c'est honnêtement, tellement ça horrible. fait mal au Philippe, cœur. Hein. d'accord, mais pourquoi ce choix? Ah ben bien Ah, je sûr, sais pas. voilà. Pourquoi ce choix? Mais surtout Parce pour que le là- choix de Tudor, c'est peut-être ça la vraie question. Mais non c'est ça, que Ah oui, ok, c'est ok. ça quand je Non, pose la le question choix du de Tudor comme entraîneur de Tottenham. Ah oui, d'accord. Oui. ok, oui, ça, oui. Non, mais tu as raison. Dans un match où ton équipe, elle tourne pas, elle est mentalement quand même très, très perturbée. Tu vas jouer à l'Atlético et tu ne peux pas ton meilleur gardien. C'est effectivement Oui, pas mais ce qui compris. est d'autant plus incroyable, c'est que lors de la dernière défaite en championnat, puisque je pense que tu as changé la petite réaction de Tudor qu'on va entendre dans un instant, et donc je peux me permettre de dire sans déflorer la suite qu'il y a la petite Déflore réaction ce que tu veux. après la défaite en championnat, quand il remet en question le leadership de son équipe. Je pense que pour un entraîneur qui doit sauver ce groupe de Tottenham, là, le gars, je pense qu'il a fait la plus grosse erreur de communication. C'est Tudor, c'est vraiment sur le fond et sur la forme. Là, je me demande vraiment Oui. qu'est-ce qu'il fait là. Les boulets, oui, vas-y. C'est pour ça que le mot d'ordre, c'est wake up, quoi. Oui, oui. Mais alors, il y a de la malchance aussi, parce que sur 2 des 3 buts, Kinski il glisse une fois, Van de Ven aussi. Mais à un moment donné, c'était franchement surréaliste. Et bon, on va écouter Igor Tudor, donc l'entraîneur de Tottenham, un petit bout d'interview après ce début de match clownesque. I'm coaching 15 years. I never do like this thing. It was necessary to preserve the guy, preserve the team. Incredible situation. Nothing to comment. You see, it was before the game right choice to do, right choice to do in the moment like we are, with pressure on Vicario, another competition. Tony is very good goalkeeper, so. It was, for me, right decision. After happened this, of course, it's easy to say that it was not right decision. So I explained to Tony also, we're speaking after, he's right guy and good goalkeeper. Unfortunately, happened in this big game, these mistakes. So we pay this start of the game was too much for us.
Are you worried about your job? There's no topic for me. It's not about my job. It's about how to help the team. I'm thinking always about that. 4 matchs depuis son arrivée, 4 défaites. En faisant sortir Kinski, il le protège ou il le tue complètement? Parce que lui, il dit qu'il le protège. Tout le monde a dit dans la presse, les anciens gardiens notamment, que c'était scandaleux. Et même la presse, le BBC disait c'est prétentieux de sa part, c'est égoïste de sa part de prendre une décision pareille. Mais c'est pour moi, ça je ne sais pas trop comment faire pour laisser le gars au jeu, c'est... parce que c'est terrible. C'est pour ça que je faisais état de sa précédente interview où il parlait du leadership de l'équipe. Le leadership de l'équipe, ça met tout le monde en rage. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, Sarr avait été interviewé devant les journalistes où on avait parlé déjà du leadership. Il s'était mis en zone mixte. Il s'était énervé contre le journaliste en disant « Nous avons de la personnalité ». Si l'entraîneur le dit lui-même, ça doit énerver les joueurs aussi. Ouais. Premièrement. Deuxièmement, il continue à dire que son choix est le bon, en fait, si j'ai bien compris. Oui. En fait, son choix est le bon. Donc lui, il ne fait pas d'erreur depuis le début, il ne fait pas d'erreur. Et donc... ça c'est de la communication classique de coach. Oui, mais à un moment donné... Ah ben d'accord, ben alors à un moment donné, tu t'inclus alors. Hein. Bien sûr. Tu n'as pas le sentiment qu'il s'exclut de ce qui se passe pour le moment? Oui. On va protéger les joueurs, on va machin. Moi, je suis là, je sais. Après, je pense que la Ligue des Champions, à la limite, on peut se dire encore, c'est pas le plus important. Tottenham est en danger de descendre. Ça, c'est vraiment le truc important. Hein. Mais Vicario a 100% de temps de jeu. Il est là, je sais. Tout le monde a toujours dit qu'il y avait bien un gardien. Très bon gardien. Je ne comprends pas, parce qu'en plus, Atletico est une équipe qui marque énormément, à part dans son demi-finale de retour de Coupe d'Espagne face au Barcelone. Mais ils en ont mis 4 contre Barcelone à domicile, ils en mettent 5 ce week-end, ils en ont mis 5 encore. Donc, ils encaissent beaucoup, mais ils marquent énormément, et vous allez changer le gardien qui est 100% de temps de jeu, ça je comprends pas, non. Sauf si Vicario n'était peut-être pas à 100%, mais c'est parce qu'il était critiqué pour le dernier match. Il était critiqué, mais c'était pas une question de blessure. Hein. C'est un choix. Oui, il est critiqué, enfin bon, bref. Oui, mais c'est... Moi, je m'inquiète pour Tottenham, hein, vraiment. Ouais. Parce que sur la dynamique actuelle, je vois pas comment ils vont se récupérer là. Et vous vous rendez compte ce qui risque peut-être de se passer dans le nord de Londres cette saison-ci, c'est-à-dire Arsenal champion et Tottenham qui descend. C'est totalement envisageable. Hein. Bye bye le Nord London Derby. Ouais. Non, c'est franchement la situation. Et je ne pensais pas surtout quand il y a un an, on discutait de Tottenham ici, qu'il serait toujours dans cette situation-là, après un an. Mais ils sont bien plus mal qu'il y a un an. Si, Jean-François, ils sont bien plus mal. Encore plus mal. Ils sont encore plus mal. Le tout est de savoir à quel moment exactement... Est-ce que c'est pas finalement, je sais pas, le départ de Lévy, c'est pas qui est encore là mais qui est plus là, la structure dirigeante. Moi, je pense qu'il faut parfois regarder ailleurs que vraiment dans le groupe de joueurs, parce que je reste, c'est qualitatif, je reste malgré tout, en tout cas plus qualitatif que ce qu'ils nous montrent pour le moment. Ouais. Ils ont des bons joueurs et ils ont eu même des très bons moments cette saison dans certains matchs. Mais là, ce qu'ils nous proposent actuellement, c'est la déconfiture totale. C'est clowneste et c'est tragicomique. C'est ça qui est triste. Ils ont peut-être touché le fond et il fallait peut-être toucher le fond dans un match comme ça pour remonter. Il faut espérer ça pour eux. Comme disait l'autre fois Thomas Meunier, on touche le fond, mais on peut continuer de creuser aussi. Oui, c'est sûr. Allez, bon, on termine avec cette émission. Je vais simplement rappeler que le programme de Tottenham est aussi compliqué parce qu'ils vont à Liverpool, ils reçoivent l'Atlético et ils jouent contre Nottingham dans pas longtemps. Donc ce sera intéressant. Voici le programme de Première Ligue ou de Bundesliga, je ne sais plus. Voici la Première Ligue. Tout d'abord, Arsenal-Everton. On l'a dit, ce sera très intéressant. Chelsea-Newcastle, West Ham City, tous ces matchs sont intéressants en fait samedi. Et puis... dimanche, United Aston Villa aussi. Écoutez, on l'a dit, hein, c'est chaud dans le haut, dans le bas et au milieu du classement. Et ce fameux match dont on vient de parler entre Liverpool et Tottenham, je le commenterai dimanche. Jean-François, sur ce match-là. L'Allemagne, voilà, on a Gladbach-St. Pauli. Ça, c'est le match d'ouverture. Leverkusen-Bayern, c'est la tête d'affiche. Même si Stuttgart-Leipzig, c'est un très bon match aussi. Le Dortmund, qui est deuxième, accueille Augsbourg. Et puis, puisqu'on est toujours dans les rendez-vous, il y a des matchs d'Europa League chez nous. Ce jeudi, Jean-François, tu feras... Stuttgart-Porto. Phil
est en congé. Non, je fais le tennis, moi. Ah ben voilà, moi je suis sur Nottingham Forest Midtjylland et puis avec Serge et Baptiste, il y aura Bologne, Roma et Celta Vigo, Lyon. Voilà pour le À programme. propos de Porto, vous voulez que je vous réexplique les cautions, tout ça je pense. Non. C'est une bonne sieste sinon après. Merci beaucoup Jean-François, merci Phil, merci à toute l'équipe technique. N'oubliez pas que cette émission est relayée tous les jeudis matins sur le site Sudinfo, sur notre site et notre page YouTube aussi. Les réseaux sociaux, vous les connaissez, Facebook, X et Instagram. Merci de votre fidélité. Bonne fin de semaine. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle émission de PLB Club. Bye bye.